Bien, mesdames et messieurs, mon collègue, le ministre de la Défense, vous a donné un certain nombre d'informations sur le plan militaire. De mon côté, je voudrais faire le point sur l'application diplomatique de l'opération militaire au Mali. D'abord, je voudrais vous rappeler les objectifs de cette intervention que nous avons déclenchée à la demande des autorités maliennes pour répondre à une urgence. J'ai eu l'occasion hier de rappeler les trois objectifs, et je vais vous les confirmer. Le premier, c'est de stopper l'offensive des groupes armés terroristes vers le sud, qui menaçait l'ensemble du Mali, et notamment la capitale, Bamako. Cette opération est en cours et elle se déroule de façon satisfaisante. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'éviter l'effondrement du Mali, parce que c'est la condition sine qua non du retour du Mali à son intégrité territoriale. Et le troisième objectif, c'est de permettre la mise en œuvre des résolutions internationales, que ce soit les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne. C'est bien entendu notre objectif principal. Et s'agissant des Nations Unies, il faut avoir à l'esprit qu'il y a trois volets qui doivent être traités. Le volet sécuritaire, c'est une évidence. Il y a aussi le volet politique et le volet du développement. Cette intervention, je veux le souligner, s'inscrit dans le cadre strict de la légalité internationale. Elle répond à une demande formelle du président malien. Elle est conduite en conformité avec la Charte des Nations Unies, en cohérence avec les résolutions des Nations Unies 2056, 2071 et 2085. Le cadre, c'est donc l'Organisation des Nations Unies. Le demandeur, c'est le Mali. Nos partenaires, ce sont les Africains et la communauté internationale. Nous n'avons évidemment pas vocation à agir seuls. Le soutien politique international dont nous disposons, et je voudrais insister là-dessus, est quasi unanime. Nous avons agi en toute transparence, nous avons informé l'ensemble de nos partenaires. Hier, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a tenu à m'appeler au téléphone longuement pour me confirmer, je le cite, que nous avions le plein soutien de l'Organisation des Nations Unies. J'ai personnellement été en contact avec beaucoup de mes homologues, j'en citerai plusieurs. Il y a quelques instants, Madame Ashton, la haute représentante pour l'Union européenne en politique étrangère, les ministres des Affaires étrangères d'Allemagne, M. Westerwelle, du Royaume-Uni, William Hague, d'Italie, M. Terzi, des Pays-Bas, M. Timmermans, il y a quelques instants du Danemark, M. Sovndal. Je me suis entretenu avec le président du Sénégal, M. Macky Sall, avec mon homologue algérien, que je vais à nouveau contacter dans quelques instants, M. Medelsi, avec Mme Zouma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, et avec la ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, Mme Machaba. Tous m'ont confirmé le soutien de leur pays. Ce matin, j'ai reçu le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Koulibaly, qui m'a rendu visite pour faire le point au nom du président Traoré et du Premier ministre Sissoko, et m'a demandé de remettre au président français une lettre du président malien remerciant chaleureusement et profondément le peuple français au nom du peuple malien. Ce soutien de nos partenaires internationaux est également opérationnel. Plusieurs pays sont engagés à nos côtés. Le Royaume-Uni fournit des avions de transport tactiques et stratégiques. L'Allemagne examine une aide logistique, humanitaire et médicale. Les Belges nous fournissent des moyens de transport et le Danemark aussi. Les États-Unis nous apportent un soutien dans le domaine du transport, des communications et du renseignement. Les préparatifs s'accélèrent pour le déploiement d'une force ouest-africaine. Le Nigeria doit fournir 600 hommes. Le Niger, le Burkina, le Togo et le Sénégal ont annoncé l'envoi chacun de contingents d'environ 500 hommes et le Bénin 300. Le Tchad devrait également fournir un contingent important. D'autres soutiens encore sont annoncés.
Cette mobilisation internationale est essentielle car la France n'a pas vocation à rester seule aux côtés du Mali. Les décisions prises avant Noël par l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO et l'Union européenne ouvrent la voie à une opération internationale africaine en premier lieu. C'est à la mise en œuvre rapide de ces décisions que nous travaillons aujourd'hui. Nous travaillons en étroite concertation avec les Nations Unies. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité consacrée au Mali se tient à notre demande cet après-midi même à New York. Notre objectif est celui d'un déploiement aussi rapide que possible de ce qu'on appelle la MISMA, c'est-à-dire la mission de soutien au Mali. L'état-major est déjà en cours de déploiement à Bamako. Une conférence aura lieu demain sur place afin de planifier le déploiement des troupes. Une conférence des donateurs aura lieu à Addis Abeba à la fin du mois de janvier, en marge du sommet de l'Union africaine. Je viens, je vous le disais, de parler à Mme Ashton, qui m'a confirmé qu'une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se tiendra cette semaine afin d'examiner la situation au Mali. Nous y prendrons des décisions permettant d'accélérer le déploiement de la mission de formation et de conseil de l'Union européenne auprès de l'armée malienne. Nous devrons examiner aussi la participation que nos partenaires européens peuvent apporter au déploiement de cette MISMA. J'ajoute que tout est fait, évidemment, pour la sécurité des Français sur place au Mali et dans l'ensemble de la région. Le dispositif de sécurité a été renforcé, notamment par l'envoi de gendarmes, du GIGN. Le lycée français de Bamako est fermé cette semaine pour permettre une évaluation précise des questions de sécurité et éviter au maximum la prise de risque. Concernant les otages, chacun comprend l'inquiétude des familles qui est légitime. Le directeur du centre de crise, M. Didier Lebray, est en contact permanent avec ces familles. Je viens moi-même cet après-midi de recevoir la famille de l'otage Gilberto Rodriguez-Leal, à qui j'ai redit la détermination de la France. Tout est mis en œuvre pour limiter les risques, mais ce n'est pas en laissant le Mali devenir un sanctuaire terroriste que nous protégerons les otages. Ce sont en effet ces mêmes groupes, il faut toujours l'avoir à l'esprit, qui détiennent nos otages et qui risquaient de se trouver demain maîtres totaux du Mali si nous n'étions pas intervenus. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, le contexte international à l'heure où je m'exprime. En intervenant au Mali, la France assume ses responsabilités internationales et remplit ses obligations internationales. Des intérêts essentiels étaient en jeu pour nous, pour l'Afrique, pour l'Europe et pour l'ensemble de la communauté internationale. Et il fallait donc agir. L'urgence nous a imposé d'agir vite, mais nos partenaires européens, africains et aux Nations Unies montrent aujourd'hui qu'ils sont prêts à répondre eux aussi présents. La parole est à vous. Je vous en prie. Monsieur Pierre Julien, RTL. Une colonne djihadiste a pris la ville de Diabali, qui est à l'ouest du pays. Est-ce que ceci vous inquiète? J'ai eu ces informations en liaison avec mon collègue ministre de la Défense, qui m'a confirmé ce que vous venez de dire à l'instant. Il s'agit à la fois d'être très actif et vigilant sur la partie ouest, et en même temps actif et vigilant sur la partie est, et nos forces ont reçu l'instruction de traiter cela. Je vous en prie. Monsieur le ministre, bonjour, Jean-Jérôme Bertolus, iTélé Canal+. Somalie, il y a eu des tweets particulièrement frappants cet après-midi. Quels commentaires faites-vous de ces tweets, des photos qui ont été publiées par les Chebabs somaliens? Vous avez su, bien sûr, l'issue tragique qui a coûté la vie à des ressortissants. Nous avions mis en garde contre l'instrumentalisation. Je l'avais fait hier, je crois que mon ami et collègue Jean-Yves Le Drian l'avait fait aussi. L'instrumentalisation de ce qu'il faut bien appeler des assassins. Et je
pense que chacune et chacun d'entre vous, représentants de la presse et le public, comprendra et condamnera cette instrumentalisation. Madame. C'est Fayard de l'AFP. Il y a des informations selon lesquelles le chef d'Ansardine a été blessé dans un raid presqu'île par les frappes françaises. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Oui, il y a beaucoup d'informations, mais avant de confirmer tout cela, il faut avoir des vérifications, et ces vérifications sont en cours. Et je pense que sur ce point, la défense est en train d'essayer de vérifier tout cela. Madame, je vous en prie. Est-ce que la France connaît les lieux où sont détenus les otages? Et est-ce que quelque chose dans ce cas est fait pour éviter que le risque soit venu par la France et les bombardements? Vous savez que depuis le début, nous avons adopté une stratégie qui est d'agir au maximum et de rester également discret au maximum, car toute indication donnée pourrait être utilisée par les ravisseurs contre les otages. Donc, vous me permettrez de rester très discret sur ces points. Sélik Abba, Agence panafricaine d'information. Monsieur le ministre, est-ce que vous espérez que le soutien algérien aille au-delà du simple survol du territoire? Est-ce que vous avez des assurances à ce sujet? Merci. Le Premier ministre Sissoko était en déplacement en Algérie. Je crois qu'à l'heure actuelle, il doit retourner dans son pays. Moi-même, je compte m'entretenir à la fin de l'après-midi, après vous avoir quitté, avec les autorités algériennes. Nous ferons le point, mais j'ai eu l'occasion de dire que les autorités algériennes, qui évidemment comme nous sont préoccupées par ce qui se passe à leur porte, et qui ont été elles-mêmes très très durement touchées par le terrorisme pendant des années, et qui mesurent la gravité de tout cela, les autorités algériennes avaient autorisé nos avions à survoler leur pays, et nous sommes en contact étroit, et nous allons le rester. Oui, je vous en prie. Monsieur le Ministre, James Maister, IT de Londres. In English, if I may, you have outlined the international help you've already received. Do you anticipate asking for more help from Great Britain or from other European partners? La Grande-Bretagne, immédiatement, nous a apporté son soutien. Monsieur David Cameron a précisé cela au président français. William Hague m'a appelé personnellement. Et nous constatons une fois de plus que lorsque les situations sont difficiles, les Britanniques sont à nos côtés. Ce n'est pas seulement les Britanniques, il y a d'autres nations, bien sûr. Nous avons donc une réunion qui sera convoquée par Mme Ashton, qui m'a dit tout à l'heure qu'elle envisageait cette réunion cette semaine, donc dans 2 jours, 3 jours. Au cours de cette réunion, le point sera fait sur la situation avec tous nos collègues européens et nous déciderons certainement une confirmation et une accélération de ce à quoi s'est engagée l'Europe en matière de formation. Et puis, il y aura bien sûr des gestes individuels qui seront faits par beaucoup de pays. J'ai cité la Grande-Bretagne, la Belgique, le Danemark, d'autres pays encore. Et nul doute que les Européens seront aux côtés des Maliens et à nos côtés, puisque c'est évidemment le Mali et l'Afrique qui sont en jeu, mais c'est aussi l'Europe, car je crois que tout le monde l'a compris, c'est ce qui explique le soutien international et le soutien de la population. Si le terrorisme se développe, c'est évidemment l'ensemble de l'Afrique et par contre-coup l'Europe qui est visée. Bonjour, Peggy Moget, France 3. Je voudrais revenir sur la prise de la ville de Diabali par les islamistes. Est-ce que vous vous y attendiez et quelles sont les conséquences sur le terrain de la prise de cette ville, s'il vous plaît? Je préfère, sur l'aspect proprement militaire, envoyer à nos collègues de la Défense. Monsieur, je vous en prie. On va prendre encore 3 questions.
John Rich de l'agence Reuters. Première question sur le déploiement des forces africaines. Est-ce que vous pensez que c'est une question d'heures, de jours ou de semaines pour ce déploiement des troupes combattantes? Et deuxième question sur les consignes pour les entreprises françaises au Mali. Je pense au secteur BTP comme WIC. Est-ce qu'ils continuent à travailler ou est-ce que leurs chantiers ont été arrêtés? Est-ce qu'éventuellement vous rapatriez Sur le premier point, je vous ai dit que le chef d'état-major était maintenant à pied d'œuvre, que les annonces de contingents de troupes africaines avaient commencé d'être collectées et bien évidemment les autorités militaires et civiles vont faire le maximum pour que ces troupes soient engagées très rapidement, le plus rapidement possible bien sûr. Sur l'autre aspect qui est l'aspect entreprise, là où la maîtrise est assurée par les Maliens, il n'y a aucun problème. Mais évidemment, quand il s'agit des zones qui sont en difficulté ou sous le contrôle encore des terroristes, il n'y aura pas d'activité, mais il y en avait déjà pas. Grégoire Bizot, Libération. Excusez-moi de reprendre la question de mon confrère, mais elle est essentielle. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même un élément de calendrier plus précis sur le déploiement des forces africaines au Mali? Vous dites le plus rapidement possible, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France va être seule pendant toute cette semaine sur les opérations ou vous attendez à des déploiements dès cette semaine? Est-ce que ça compte en jours ou en semaines ou en mois? Je peux simplement vous dire que le plus vite, à l'évidence, sera le mieux. Il y a des questions de transport, mais grâce en particulier à l'appui qui nous est donné par un certain nombre de pays, ces transports sont en train d'être opérés. Là aussi, mon collègue de la Défense chargé de ces questions sera peut-être plus précis que moi, mais l'objectif politique est clair, c'est le plus vite. Et juste sur l'Algérie, est-ce que vous considérez que l'Algérie soutient l'opération, la politique française au Mali? C'est un soutien plein et entier? Je ne vais pas m'exprimer à la place de nos amis algériens. Ils diront ce qu'ils souhaitent dire. Simplement, je peux vous dire que nous avons été et nous sommes en contact étroit avec eux et que lorsque nous avons fait une demande de survol, elle nous a été immédiatement accordée. La dernière question, madame, je vous en prie. Bonjour, pour la BBC World Service, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en a été de la réunion avec votre homologue malien. Il est venu pour adresser des remerciements, certes, mais il a peut-être eu également quelques demandes précises. Nous avons fait le point de la situation, bien sûr, puisque c'est lui qui représente le gouvernement malien. Nous avons fait le point sur la situation sur le terrain, nous avons fait le point sur la situation psychologique, nous avons fait le point sur les questions que vous avez posées et qui sont légitimes, sur l'aspect de l'apport des troupes africaines, sur la conférence des donateurs, également aussi sur la nécessité, aujourd'hui bien sûr, d'avoir une action sécuritaire, mais demain, ça ne veut pas dire mardi, mais dans un futur proche, de traiter aussi les aspects politiques qui sont nécessaires et les aspects de développement. Nous avons bien évidemment pris l'ensemble du sujet. Nous allons nous revoir rapidement car il est très possible qu'il se joigne à nous pour la réunion qui aura lieu en Europe entre les ministres des Affaires étrangères. Merci beaucoup.